Nous avons pas mal de langages Java qui permet aussi de faire du back-end. Mais c'est Donc, le back-end, c'est vraiment une partie très, très importante. des bases de données NoSQL parce qu'il y a le SQL et le NoSQL. Donc, ce sont des, disons, un langage de base. Trois. Vas-y. Ok, salut les gars, bonsoir et bonjour relativement par rapport à l'heure à laquelle vous voyez cette vidéo. Alors, nous sommes encore là pour parler d'un nouvel épisode. Aujourd'hui, nous sommes là et Omar et moi, nous allons vous parler encore d'un domaine de la tech. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que le monde de la tech est en train d'évoluer incessamment. Nous parlons de développement web, de tech, de cloud, d'intelligence artificielle, de robotique. Et il y a beaucoup de choses qui se font. Et même dans les entreprises et dans les grosses boîtes de la tech, il y a beaucoup de changements, beaucoup de migrations, beaucoup de nouvelles choses qui se font. Et donc, nous allons de notre côté essayer de vous parler pas de l'actualité, mais quand même du cœur métier des différents développeurs, et notamment dans le développement web, vu que nous sommes plus sur ce volet-là. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'un aspect très particulier du développement web, qui est le back-end. Vous n'êtes pas sans savoir que quand on parle de développement web, il y a plusieurs facettes qui sont mises en évidence. Nous allons la partie front-end, nous avons le back-end, nous allons parler des langages de programmation, quels sont les langages propices pour faire le développement back-end, quelles sont les différentes technologies qui sont à même de performer selon le niveau de performance, car il faut savoir que toutes les technologies ont un point fort par rapport à l'utilité qu'on en fait. Donc, pour cela, Omar va nous structurer ce débat. Nous allons causer. Ce sera juste une discussion entre des codeurs, entre griffes. Alors, Omar, je te laisse la parole et voilà, que ça commence. Yeah. Merci bien pour cette introduction. Vous allez avoir de temps à autre des petits changements. Vous voyez, il ne faut pas que ça soit tout le temps la même chose. Donc, merci à toi, Ça, Narcisse, pour cette aujourd'hui, je fais la passe introduction. D. Yeah, yeah. Right. Donc, Let's go. pour entrer dans la discussion, en fait, on doit déjà d'abord savoir ce qu'est un développeur back-end. Qu'est-ce qui constitue en fait le développement back-end? Donc, le développement back-end, en fait, c'est tout ce qui consiste en fait à concevoir des éléments techniques indispensables au fonctionnement d'un site web ou une application. Donc, en fait, le développement web, c'est tout ce qui se trouve dans le back, comme on le dit, back-end. Back, dans back-end, il y a back. Donc, tout ce qui se trouve en arrière, toute la partie non visuelle qu'on ne voit pas. Donc, tout ce qui est logique, tout ce qui est infrastructure, tout ce qui est structure d'une application, tout ce qui est fonctionnalité, en fait, en général, se trouve au niveau du back-end. Et le développeur back-end travaille main dans la main avec les développeurs front-end. Donc récemment, le dernier épisode qu'on a eu à tourner, c'était sur le développement front-end, les développeurs front-end. Donc Yeah. aujourd'hui, nous allons voir le développement back-end. Donc pour voir comment est-ce que euh, le développement back-end est structuré. Donc, quant à toi, Narcisse, pour le développement back-end, quelle connaissance tu as de ça? Je pense que tu as déjà eu à utiliser une, euh, une technologie euh, back-end et tout ça là. Quelle expérience tu as de ça? Euh, alors, pour brièvement définir qu'est-ce que c'est d'abord le développement web, je pense que nous avons maintes fois eu à parler de ça. Donc, le développement web, Ouais. consiste juste à faire référence à la création, à la conception et à la maintenance de sites web et d'applications. Donc, n'importe quelle application vous utilisez aujourd'hui, vous ouvrez votre navigateur, vous êtes sûrement sur une application web. Du moment que vous avez l'accès à Internet et que vous êtes sur une page, sachez que vous êtes dans le domaine du web, vous êtes dans la circonférence, si on peut le dire, du web. Et donc, c'est un peu ça. Donc, il s'agit simplement de la création de sites, d'applications web ou de tout dispositif web. OK? Maintenant, pour l'aspect back-end en tant que tel, c'est beaucoup de choses. OK? Donc, dans le back-end, il faut savoir qu'il y a des langages qui sont plus ou moins performants relativement
par rapport à l'utilité qu'on veut en faire, en fait. Donc, tout à l'heure, dans l'introduction, je parlais de ça. Donc, pour faire du back-end, il y a des langages qui sont plus à même, notamment le langage Python, le JavaScript, qui, à l'aide de Node.js, permet de faire du back-end. Nous avons Python avec son framework Django, permet de faire du back-end. Nous avons pas mal de langages Java qui permet aussi de faire du back-end. Mais ces langages à eux seuls ne sont pas assez juste pour faire du back-end. Il faut savoir que faire du back-end consiste, comme Omar vient de le dire, il s'agit de l'arrière-boutique de votre boutique. C'est parce que c'est là-bas que la cuisine se fait. Vous mettez les assaisonnements, tout ce qu'il y a à faire, la cuisson. Je pense que dans une vidéo précédente, on a eu à définir le développement web comme étant un restaurant où les clients viennent, ils passent une commande, le serveur prend, part dans l'arrière-cuisine, prépare les commandes et ramène ses commandes. Donc, de manière générale, c'est ce à quoi vous devez identifier le développement web. Maintenant, par rapport au back-end, vu que je définissais tout à l'heure, je définissais le back-end par rapport au langage de programmation qu'il en faut. Il faut savoir que le back-end, c'est assez dense. Il y a beaucoup de choses à faire. Donc, les langages que je viens de citer sont des langages appelés langages serveurs. Langage côté serveur, ce sont des langages compris par le serveur. C'est des langages qui sont en interaction, du moins, avec des bases de données, des infrastructures et d'autres services. Maintenant, ces langages en tant que tels, à eux seuls, viennent sous forme d'outils ou du moins viennent avec des outils. Et ces outils sont appelés framework. That's how they call it in English. C'est appelé framework qui veut dire outil de travail. Donc, c'est un ensemble d'outils qui comporte tout ce dont vous pouvez avoir besoin pour le développement web. C'est déjà préconfiguré et tout y est déjà. Donc, pour cela, vous allez voir que le langage a été très souvent, c'est orienté objet. Vous avez, pour Python, par exemple, je vais citer Django, Flask et d'autres encore. Si je prends un langage de programmation serveur comme PHP, je vais citer Laravel, Symfony et d'autres encore. Je prends un langage de programmation comme JavaScript qui a son framework Node.js. Bon, là, c'est un peu ambigu, nous allons en revenir, mais de façon grosso modo, c'est un peu comme ça se structure. Donc, chaque langage de programmation vient avec son outil, notamment appelé framework. Et pour le langage de programmation Ruby, il y a Ruby on Rails. Donc, tous ces langages-là viennent avec le compartiment framework. Maintenant, le backend, les frameworks fournissent des structures et des fonctionnalités qui sont prêtes à l'emploi pour accélérer le processus de développement backend. Donc, comme j'ai cité Flask, Django, Python et autres. Maintenant, le back-end n'est surtout pas relatif seulement au langage de programmation parce que pour faire du back-end, euh, c'est très souvent de la manipulation de données. Et la manipulation de données ne peut se faire s'il n'y a eu stockage de données. Donc, pour cela, on va parler des bases de données. Est-ce que vous voyez? Donc, dans les bases de données, elles sont Effectivement. utilisées. Voilà. Les bases de données, comme tu le sais, Omar, Mhm. elles sont utilisées pour stocker, pour gérer les données côté serveur. Donc, les choix de données incluent les bases de données relationnelles telles que MySQL, PostgreSQL, SQLite, comme NoSQL, euh, 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 non, ainsi que des bases de données NoSQL, parce qu'il y a le SQL et le NoSQL. Donc, ce sont disons, un langage de base de données. Donc, Ouais, effectivement. Tu vois, c'est comme tu l'as dit, hein. Il y a, tu vois, le côté l'architecture serveur, le développement de la logique métier, comme on le dit. La yeah. gestion des bases de données, ça, c'est une partie aussi très importante parce que si on a une gestion vraiment piètre, une mauvaise gestion de la base de données, ça va pas. Et il y a une chose aussi qui est très importante, c'est la sécurité et l'optimisation Sure. des performances. Maintenant, pour transitionner et aller sur un point sur lequel tu as parlé, c'est les technologies et les langages utilisés euh, au niveau du back-end. Donc, tu avais mentionné Java, Python, on a Node.js, on a aussi
tu vois, du PHP, Ruby, du exactly, PHP, du chacun avec son Ruby, framework. exact, Yeah. ainsi que leur framework comme Spring pour Java, Django, Spring Boot, exactly, et aussi Ruby on Rails, Laravel et Express.js pour Node.js. Bon, on a yeah, bien aussi sûr. les bases de données relationnelles, comme tu l'avais dit, MySQL qu'on a. Il y a PostgreSQL. On a aussi les non relationnels, tu vois, MongoDB. MongoDB, MongoDB, le plus exactly. connu. Il y Le a le plus Redis, il y a connu. Cassandra, il y en a d'autres, il y en a d'autres. Mais le plus connu, le plus utilisé actuellement sur le marché, c'est MongoDB. Exactement. MongoDB, c'est Voilà. pour tous ceux qui utilisent JavaScript, Node.js et tout ça, là, en général, il faut aussi le stack qu'on appelle MERN ou bien MEN, tu vois, et c'est beaucoup très utilisé. C'est très, très. Voilà. Et maintenant, pour relancer sur les bases de données, il y a un concept qu'on appelle l'ORM. Et très souvent, c'est associé Ouais. au framework. Donc, les frameworks très souvent viennent avec un ORM. Donc, l'ORM est défini comme Object Relational Mapping. Les ORM sont des outils qui facilitent la manipulation des données entre le code applicatif et la base de données. Donc, ils permettent de travailler avec des données de manière orientée objet plutôt que relationnelle. OK? Donc, ce qui simplifie le développement. Maintenant, il y a des exemples populaires incluant le SQL Alchemy pour Python, Hibernate pour Java, Active Record pour Ruby on Rails. Ça, d'ailleurs, j'ai eu à l'utiliser à maintes reprises, je pense. Maintenant, côté sécurité, comme tu viens de parler maintenant, nous avons Ouais. le back-end qui est aussi responsable de la sécurité des données. Parce que quand on construit une application, on doit veiller aussi sur la sécurité, sur la disponibilité, ainsi que l'intégrité des données qui sont stockées sur cette application. Donc, c'est un volet très, très, très important. Donc, le back-end est aussi responsable de la sécurité des données et des transactions. Donc, cela implique la gestion des autorisations d'accès, la validation des entrées, la protection contre les attaques telles que les injections SQL du moins, et les attaques de force brute. Il y a aussi la sécurisation des communications et d'autres. Il y a tellement de choses à prendre en compte, mais les plus importants sont ceux que je viens de citer. Surtout l'attaque aux injections SQL est l'une des attaques les plus réputées. Je pense que la plupart des applications et des technologies maintenant ont pu, comment dire, on peut gérer ce cas de figure. Donc, il est plutôt très difficile maintenant de faire les injections SQL avec toutes les normes et toutes les updates qu'il y a maintenant sur les différentes technologies. Donc, je pense que c'est un truc qui peut passer. Maintenant, si je vais encore citer quelque chose qui est très, très utilisé aussi, nous avons les API, Mhm. interface de programmation applicative, Application Programming Interface. So, le back-end est souvent utilisé pour créer des API Mhm. qui permettent aux applications front-end et à d'autres services de communiquer avec le serveur. Donc, il faut Mhm. savoir que, comme j'ai eu à le définir auparavant, il y a toujours le front-end, il y a toujours le back-end et il y a toujours cette frontière ou cette bordure entre eux qui doit permettre une communication. Et très souvent, les API sont associés à cela. Et donc, ils permettent cette interconnexion-là entre le front-end et le back-end. Le front-end qui a besoin des données qui sont stockées sur le back-end et le back-end qui est chargé de fournir ces données à travers une API au front-end. Donc, cela permet aux applications front-end et à Ouais. d'autres services de communiquer avec le serveur. Maintenant, les API peuvent être construites en utilisant des protocoles tels que le RESTful ou le GraphQL qui est en vogue actuellement. Et tout ça permet de bien agencer. Et maintenant, en dernier précours, pour parler des traitements des tâches asynchrones, le backend est souvent chargé de traiter des tâches asynchrones telles que les envois d'emails, la génération de rapports, la manipulation de files d'attente, etc., etc., pour améliorer les, les performances et l'extensibilité de l'application. C'est-à-dire que l'application doit être appelée à progresser. Il faut qu'il y ait du progrès. Donc, une application qui est évolutive, une application qui est appelée à être évoluée, donc l'architecture de cette application doit être très, très bien conçue. Donc, de sorte à ce que à chaque fois qu'on voudra update ou toucher de nouvelles fonctionnalités, que ça ne pose pas problème. Donc, l'architecture est à maîtriser. Il faut savoir comment faire les updates et ajouter les fonctionnalités. Donc, en résumé, le back-end est dans le développement web
est responsable du traitement des données qui ont déjà été stockées dans une base de données, bien sûr. Ces données-là seront traitées de la logique métier, c'est-à-dire la logique que vous faites, OK, celui-là veut se connecter. Si l'utilisateur est un administrateur, Ouais. laissez-lui, redirigez-le vers la page administrateur. Si l'administrateur, si cet utilisateur n'est pas forcément un administrateur et que cet utilisateur n'est qu'un utilisateur lambda, redirigez-le vers la page d'accueil. Ça, c'est appelé une logique métier. Donc, une logique métier, c'est des bouts de code qui combinent les données qui sont stockées et la logique selon votre application. Donc, la raison d'être de votre application et comment vous comptez la concevoir. Donc, c'est ça la logique métier. Maintenant, ça Mhm. parle encore de la communication avec la base de données tout en assurant la sécurité, la stabilité des applications web et des services. Ça, c'est le back-end de manière résumée avec les différentes composantes qui la constituent. Donc, c'est C'est un peu ça. ça, en fait. Je sais pas Et si tu tu veux vois, dire quelque chose de et plus. tu vois, il y a un truc que tu avais dit, tu vois, par exemple, utiliser les données qui existent déjà pour pouvoir développer des fonctionnalités et tout ça là. Euh, il y a un exemple que je vais rajouter, par exemple, quand vous faites une commande en ligne, supposons que vous voulez faire une commande en ligne sur Amazon. Vous voyez, quand vous faites la commande, vous mettez le truc dans le panier et vous dites combien d'articles vous voulez prendre et le prix que vous allez mettre et tout ça là. En Ouais, fait, cette commande-là, toute cette transaction-là est faite uniquement du côté back-end. Parce que quand vous faites la commande, vous avez un petit objet dans lequel vous aurez en fait nom de l'article, le prix, ouais, le numéro et tout ça là. Et en fait, ce sont ces données-là en fait qui sont traitées de manière très efficace pour savoir qui a fait telle commande, qui a fait telle commande, pour ne pas en fait qu'il y ait d'erreur et tout ça là, d'où la partie sécurité et la partie beaucoup plus, je vais dire, optimale en fait. Donc, le back-end, c'est vraiment une partie très, très importante du développement web. Et et on les a- OK, vas-y. oui, et on entend aussi, tu vois, dire que bon, le développement back-end, vu qu'il y a beaucoup plus de, vu qu'il y a beaucoup plus de développeurs, de demandes au niveau du développement front-end, vaut mieux aller au niveau du développement back-end. Il y a des gens qui n'aiment pas le développement front-end, qui préfèrent aller au niveau du développement back-end. Donc, ce que je dirais, le développement back-end, c'est une partie très, très importante du développement web en général. Ça peut être complexe, mais c'est la même chose ça peut avoir la même complexité que au niveau du développement front-end. Et tu vois, Narcisse, le développement back-end, c'est slightly différent de ce qu'on peut dire du développement front-end. Parce que, tu sais, quand tu fais du développement front-end, Ouais, tu vas apprendre tout un tas de trucs, tout un tas de petits techno, tu vois. Alors que sure, sure. il y a une partie, moi, qui m'a beaucoup intéressé sur le développement back-end. En fait, c'est que tu peux te, tu peux te focaliser sur une seule technologie et en te focalisant sur cette seule technologie-là, pour faire par exemple, disons que tu te focalises sur du Node.js, tu te focalises seulement sur ce Node.js-là, ça peut te permettre de créer, en fait, de gérer le back-end et tout ça là. Certes, tu auras d'autres technologies que tu peux rapporter en fonction de tes besoins qui te permettent de gérer, en fait, par exemple, quand tu veux faire euh, un projet où tu dois faire des recherches, par exemple, disons, de personnes ou bien d'articles. Dans la barre de données, tu fais des recherches. Il y a toute une technologie, Elasticsearch, qui te permet de gérer efficacement cette partie-là. Donc, tu n'as pas besoin de développer ça. Tu fais juste appel à cette technologie-là et tu te focalises sur ton Node.js et tu fais ton backend. Mais il faut aller en fait en profondeur. C'est ça la différence entre le backend et le front-end. Tu allais dire quelque chose là? Ah ouais, j'allais juste mentionner les microservices, mais ce que tu Oui. dis aussi, c'est notamment, c'est très, très important en fait. Parce que très souvent, tu vois, les technologies là, ça fait pas mal d'années on est dedans, mais jusque-là, Mhm. on peine à être calé dans un domaine, ce qui n'est pas bien. Donc, Mhm. le mieux, c'est de déjà prendre une technologie, apprendre les contours et les pourtours de cette technologie, savoir comment cette technologie fonctionne,
qu'est-ce que je dois savoir, qu'est-ce que j'ai envie d'apprendre. Donc, en fonction de ce que j'ai envie d'apprendre, je vais orienter my journey. You get it? Like, savoir, OK, qu'est-ce que j'ai besoin d'apprendre, quels sont mes objectifs. Donc, cette technologie-là, je l'apprends tant qu'elle me permet Effectivement. d'atteindre mes objectifs. Je pas, j'apprends les différents concepts qu'il faut apprendre, les bases de données, les ORM, les interactions, les requêtes SQL, la sécurité, tout je fais avec la même technologie. Et donc ça donne la main. Ça permet de gagner en connaissance, en expérience dans un temps fou et ça te permet de gagner aussi énormément de temps. Donc, c'est des trucs très importants. Et pour revenir, je voulais parler sur aussi les microservices qui est aujourd'hui un truc très souvent, très, très utilisé actuellement. Donc, Ouais. les microservices qui sont juste une architecture logicielle ou une application est composée de plusieurs petits services autonomes. Donc, chacun se concentrant sur une tâche spécifique et dispose de son propre processus distinct. Donc, maintenant, ces services-là sont également conçus pour être déployés indépendamment les uns des autres, ce qui offre une flexibilité, une évolutivité accrue par rapport aux architectures monolithiques traditionnelles, c'est-à-dire les architectures qu'on a l'habitude d'utiliser. Maintenant, il y a quelques caractéristiques de ces microservices-là, notamment les indépendances et isolation. Donc, indépendance et isolation. Chaque microservice est conçu pour être autonome avec son propre code, sa propre base de données et, le cas échéant, ses propres responsabilités. C'est-à-dire, les microservices, elles fonctionnent de manière indépendante. Tu peux construire tout un applicatif complet dans une grosse application sans pour autant affecter les autres microservices. Donc, elle est entièrement indépendante. Donc, cela permet aux équipes de développement, par exemple, de travailler de Mhm. manière indépendante sur les différents services sans interférer les uns avec les autres. C'est un peu le délai, un peu, c'est comme si vous travaillez sur un repo GitHub, chacun a sa branche, et tu vois un peu, chacun a sa Mhm. branche, tu travailles, tu fais ta tâche. Après, quand on est prêt, on fait du merging pour que chacun amène son travail. Et de deux, je vais citer, il y a le déploiement indépendant. Donc, étant donné que chaque microservice est une entité distincte, donc ils peuvent être déployés. Donc, ils peuvent être déployés indépendamment les uns des autres. Cela permet des mises à jour plus rapides et plus ciblées sans nécessiter le déploiement de l'ensemble de l'application. Donc, tu vois, à chaque fois qu'un service est développé, ce service-là peut être indépendamment déployé sans pour autant impliquer un quelconque conflit avec les autres microservices qui sont déjà en activité ou pas. Donc, c'est totalement indépendant et c'est ce qui fait que c'est plus en plus adapté. Maintenant, il y a des technologies qui sont variées dans les microservices. Donc, les microservices elles permettent l'utilisation de différentes technologies et de langages de programmation pour chaque Mhm. service, ce qui permet de choisir les outils les plus adaptés à chaque tâche. On peut parler d'une application de départ de social media, par exemple. Ouais. Développer le front-end peut être un service. Développer la Mhm. base de données peut être un autre service indépendant. Ou développer une API peut être un autre service indépendant Yeah. utilisant chacune des technologies différentes. Est-ce que tu vois le délire? Ouais. Donc, et pourtant, c'est dans la même application. Et je pense que la plupart des grosses startups, des GAFAM, les Netflix, tu prends Google, Facebook, Mhm. c'est des architectures à microservices à volonté. C'est des Donc, ce qui fait microservices qu'ils que utilisent. voilà, ils utilisent Twitter récemment. Je pense qu'ils ont même changé leur architecture. Netflix, Ah. pareil. Euh, quelle entité encore? Netflix, Spotify. Donc, c'est ça en fait. Donc, ils ont plusieurs services et toute la technologie ou bien tout le produit qu'ils ont ne peut pas être, ne peut pas résider seulement dans une seule technologie. Ça veut dire que c'est une application basique de bout en bout, sachant qu'il y a plusieurs facteurs à développer. Et comme je le disais tout à l'heure, dans le back-end, je disais que chaque technologie a son point fort. Chaque Mhm. technologie a son point fort. Tu vois, une technologie peut être plus rapide à faire des requêtes SQL, une autre peut être plus Bien rapide sûr. à implémenter des scripts de sécurité, une autre peut être plus rapide à enclencher un processus de déploiement. Tu fais Bien sûr. comment? Donc, si tu as un seul langage, tu dis tu vas te baser sur un seul langage, tu fais le front-end avec un même langage, tu reviens back-end langage, tu veux déployer. Après, c'est pas forcément efficient, c'est pas forcément rapide.
Et dans la génération, dans le temps où nous sommes, c'est l'efficience, la rapidité, la productivité. Et c'est ça, en fait. Donc, ça peut faire perdre du temps. Et je vais citer la scalabilité. Donc, les microservices aussi offrent une meilleure évolutivité horizontale, car chaque service peut être à l'échelle, mis à l'échelle indépendamment en fonction de sa charge de travail spécifique. Cela permet donc tu vois, de mieux gérer les pics de trafic, d'optimiser l'utilisation des ressources, vu que les utilisateurs, tout le temps, ils sont en mode de, ils veulent avoir accès à ton service tout de suite. Donc, si ton service tombe en panne, il va falloir avoir quelque chose pour prendre le relais et pour remplacer le service. Ensuite, on va parler du Mhm. découplage. Les microservices favorisent le découpage entre les différentes parties de l'application, ce qui permet une plus grande flexibilité et facilite de nouvelles fonctionnalités de la modification des fonctionnalités existantes sans perturber l'ensemble du système. Ah, tu vois. Donc, d'autant plus que puisqu'ils sont, c'est plusieurs services, un Mhm. service tombe à panne, ça ne veut pas dire que les autres services ne vont pas continuer de travailler. Donc, ce service a son problème particulier à lui. Donc, je peux venir faire les mises à jour, voir ce qui ne va pas dans ce service et arranger sans pour autant que toute l'application soit affectée. Et ça, c'est l'un des trucs les plus intéressants, en fait, Et tu dans vois, c'est l'utilisation ça des qui fait microservices. que les microservices sont beaucoup plus intéressants. Tu avais mentionné Netflix. Il y a le fait que je te parlais en off avant qu'on ait commencé en fait, de l'architecture Yeah. traditionnelle. Tu vois, le fait que l'architecture traditionnelle, elle est beaucoup plus facile à, à développer et à déployer. Mais le problème avec l'architecture traditionnelle, c'est que devient beaucoup plus complexe et difficilement, tu vois, évolutif à mesure que le projet s'agrandit et tout ça là. D'où le fait que les Yeah. microservices sont beaucoup plus conseillés et beaucoup plus intéressants à utiliser. Dans le cas que tu avais mentionné, par exemple, les grosses firmes là, les entités, ils utilisent les microservices parce que bon, ça match plus avec la grandeur et aussi euh, les requêtes et tout ça là de ces projets là. Yeah. C'est pour ça que c'est beaucoup plus important d'utiliser les microservices. Et ça, mais pour les petits projets, la structure traditionnelle, c'est OK, tu peux les utiliser, mais quand il s'agit vraiment de grosses données, là, il faut aller sur les microservices. C'est surtout ça. Ouais, Maintenant, et après, ouais, ok, mhm. vas-y, je te laisse finir. Après, tu allais dire quoi? Non, j'allais juste Vas-y. finir avec les deux points des microservices, parce Mhm, que ils sont aussi réputés pour leur résilience, en fait. Parce que grâce à la nature distribuée que les microservices ont, ils sont mhm, plus résilients aux pannes par rapport aux autres architectures, aux autres trucs. Donc, si l'un des services, par exemple, échoue, cela n'affectera pas nécessairement l'ensemble de l'application. Par mhm, contre, si tu prends les autres architectures ou bien les autres manières de faire qu'on avait là, mhm. il suffit qu'un bout de code soit mal placé, toute l'application tombe à plat. Et dans les logs, tu vas voir que c'est que du rouge. Mais avec les microservices, c'est indépendant. Un service tombe à panne, Mhm. ça ne va aucunement affecter Affecté, effectivement. l'application. Au contraire, tu peux juste prendre ce service, on l'isole, on voit ce qui ne va pas, on arrange, on remet dans l'ensemble de l'application. Donc, après, il y a la gestion des données aussi qui est important. C'est l'un des critères aussi. Donc, Mhm, les microservices peuvent utiliser différents modèles de gestion des données, y compris des bases de données relationnelles et NoSQL en fonction des besoins spécifiques de chaque service. En fait, ça dit toujours la même chose. Chaque service est libre d'utiliser des technologies qu'elle veut, dépendamment des objectifs à atteindre. Donc, la base de données, que ce soit relationnelle ou non relationnelle, chaque service est libre d'utiliser les technologies qu'elle veut. Donc, voilà. Et donc, en résumé, maintenant, le microservice offre simplement une approche moderne, flexible du développement logiciel. Donc, permet aux entreprises maintenant de construire des applications évolutives, résilientes et surtout faciles à maintenir. Donc, mhm, c'est un peu ça. Maintenant, cependant, ils introduisent également les défis tels que la complexité de la gestion. Parce qu'à force d'utiliser des microservices à tout bout de champ,
l'infrastructure peut devenir énorme et cela peut aussi causer problème. Donc, cela introduit aussi, également à des défis tels que la complexité de la gestion des interactions entre les services. Parce que s'il y a des microservices, il faudrait bien qu'ils puissent communiquer ensemble pour permettre à l'application de fonctionner. Donc, c'est ça la nécessité d'une infrastructure de développement et de surveillance robuste. C'est pour ça que les microservices et tout ce que tu entends autour, la plupart, c'est adopté par les grosses compagnies, les Mhm. compagnies en plein apogée, c'est-à-dire qui ont énormément une grosse base de données et qui ont besoin de fournir des services. Tu prends un Netflix, à la limite, les gars, ils sont à jour, il faut tourner les films, il faut uploader, il faut rendre ça fluide. Et les ressources cloud qui sont utilisées, et tu vois, tout ça, ce sont des Mhm. services qui sont gérés. Donc, cela dépend des entreprises, en fait. Effectivement. L'architecture qu'une petite entreprise ou qu'une start-up va utiliser sera différente de l'architecture que peut-être une grosse entreprise comme, je sais pas, Facebook, Amazon ou je sais pas, Netflix va utiliser, c'est totalement différent. Ouais, Donc, bien en sûr. fonction de ça, les technologies sont utilisées et les objectifs sont atteints. Je pense qu'on a Ouais, fait un tour et voilà un peu pour ma part. ouais. Ah ben, c'est ce que je disais, c'est en fonction en fait des entreprises ou bien de la grandeur du projet. Maintenant, tu vois, il y a, pour aller sur une autre tendance, tu vois, au niveau du développement back-end, tu vois, on remarque une certaine tendance qui émerge au niveau du développement back-end, c'est-à-dire les serverless. Je ne sais pas si tu t'y connais, les serverless computing. On a OK? des trucs comme l'utilisation des conteneurs ou bien des orchestrateurs comme Kubernetes et aussi Docker. Tu vois, tout ça là, ce sont de nouvelles tendances qu'on a au niveau du développement back-end. Donc, on a aussi l'intelligence artificielle. Donc, on ne peut pas Yeah. parler de développement web sans parler de l'intelligence artificielle qui aujourd'hui est là pour faciliter à peu près euh, tout ce qui se passe au niveau tu vois, au niveau de l'optimisation, même au niveau de la sécurité. Donc, l'IA intervient dans presque tous les domaines. Donc maintenant, C'est ça. toi, quelles sont les tendances que tu as remarquées? On peut aussi parler tu vois, ouais, le cloud computing aussi, c'est Ouais, un truc, j'allais notamment notifier ça en fait. Le exact. cloud, tu vois, si tu vois, la venue du cloud et la Mhm. montée des microservices coïncident en même temps en fait. C'est ça, c'est ça. Pourquoi? Parce Mhm. que de par le passé, les entreprises, qu'est-ce qu'elles faisaient? La plupart des entreprises, les grosses en tout cas, qui avaient une grosse clientèle et qui avaient de quoi se munir Mhm. de grosses infrastructures, de serveurs de dernière génération et tout. Mhm. Quand ils fournissaient et délivraient les services à leurs clients, Mhm. cela rend un peu le business assez un peu compliqué des fois parce qu'il faut se charger déjà Effectivement. de l'infrastructure sur laquelle l'application ou le produit doit être tourné et en même temps être du côté business. Mhm. Donc, c'est-à-dire Ouais. si je suis une entreprise, je fais dans l'e-commerce. Je suis Amazon, je fais dans l'e-commerce. Mhm. Mon boulot, mon business, c'est quoi? C'est de vendre des produits à des clients, satisfaire ces clients. Maintenant, je me conçois une application, j'ai une plateforme sur laquelle les clients viennent, choisissent les produits qui les intéressent relativement ou dépendamment des besoins qu'ils ont. Ils choisissent, ils cliquent, ils payent. Donc, maintenant, pour payer, il faut décaisser, il faut utiliser un moyen de paiement et tout. Tout ça, c'est sur les sites et sur les applications web. Maintenant, il faut savoir que cette application ou ce portatif web-là doit être déployé quelque part. Il faut une infrastructure. Si je suis une entreprise de la taille d'Amazon, je ne vais pas laisser n'importe qui gérer mon infrastructure. Donc là, je vais investir de l'argent dans l'infrastructure, les serveurs, payer comment on appelle, les gars du serveur, là, comment on appelle les gens qui sont, qui se Quoi chargent ça? des serveurs, là? Les gens qui surveillent les serveurs, là. Des data centers, Et OK? data? Ah, ok. Très souvent, ils ont des data centers propres à eux, des ingénieurs qui checkent la disponibilité, l'intégrité des données. À chaque moment, ça doit tourner. Il ne faudrait pas que le site soit down. Quand le site est down, ça veut dire Mhm. le business est down.
Tu vois. Donc, en même Ouais, temps, il ouais. faut qu'il gère le business, il faut qu'il gère l'infrastructure. Maintenant, qu'est-ce qui vient? Dans ça, il y a le cloud qui vient. Le cloud vient et dit, Exactement. OK, vous, vous faites du business. Moi, je veux faire dans l'infrastructure. Laissez-moi Mhm. me charger de l'infrastructure, du développement et tout ce qui est technique. Il faut Ouais. garantir la disponibilité de votre plateforme 24 heures sur 24. Intégrité, sécurité, tout est géré. Mhm. Et c'est du pay as you go. Pay as you go, c'est-à-dire tu vas payer en fonction de l'utilisation que tu en fais. Et là, toi, tu vas te focaliser sur ton business. So you just have to focus on your business. I will take care of the infrastructure. That's the Mhm. deal actually. OK. Le cloud vient, les infrastructures se développent, les Mhm. plateformes se développent, le besoin augmente, la Ouais. création des microservices. Le cloud, le cloud s'adapte, on crée plusieurs microservices, base de données élastiques, infrastructure, déploiement serveur, sécurité. Tout ça, ce sont des services qu'on commence à donner. Et c'est maintenant plus facile aux businessmen, aux entreprises, de créer différents services, d'autant plus qu'ils ne sont pas en train de gérer l'infrastructure et tout ce qu'il y a. Ils sont là juste à se focaliser sur leur business et l'argent rentre et le deal est fait. Donc, le cloud monte en puissance, les entreprises font des chiffres et tout le monde est gagnant-gagnant. Donc, la montée des microservices et la montée du cloud, ça se fait relativement à la même époque, en fait. Et donc, c'est un domaine et un couloir à suivre de près, je pense, dans l'avenir. Après, il y a l'intelligence artificielle qui vient. Bon, ça, on en parle là. On en Ouais. parlera, du moins. Et voilà un peu, quoi. Exactly. En tout cas, ouais, c'est à peu près, on a fait un peu le tour de ce qui tourne autour du développement back-end, ce que le développeur back-end fait et les technologies qui tournent autour, les technologies les plus utilisées, les bases de données, aussi les architectures et tout ça. Donc maintenant, pour terminer avec ceci, euh, qu'est-ce qui fait d'un développeur un bon développeur back-end, selon toi? Qu'est-ce qui fait de quelqu'un un bon développeur back-end? Back-end, yeah. Déjà, faudrait comprendre. Parce que tu vois, moi, pour moi, ce qui fait d'un développeur, je peux donner une petite énumération générique de ce qui fait d'un développeur un bon développeur back-end. Tu vois, dans un premier temps, c'est la même chose qu'on a dans tous les domaines de la programmation. Déjà, acquérir une solide compréhension en ce qui des concepts de base, en fait, de la programmation et des principes de l'architecture logicielle et Yeah, tout ça, tout ce qui tourne autour du bac, tu vois. Et yeah. comme je l'avais répété aussi, maîtriser au moins un des langages de programmation back-end et un framework associé, parce que c'est très important. Avec un langage de programmation et un framework associé, tu peux être un très bon développeur back-end si tu vois dans les profondeurs, en fait, de ces deux technos-là. Enfin, pas ces deux technos-là, mais du langage et aussi de son framework. Ensuite, tu vas développer ses compétences en gestion de bases de données, en optimisation des performances en arrière. Ça, c'est crucial. Et aussi, être curieux. Ça s'applique à tous les domaines, je pense, hein. Être curieux et développer des projets. Donc, moi, pour moi, c'est vraiment ce qui fait d'un développeur un développeur back-end. Donc, c'est vraiment la même chose. Il faut acquérir des connaissances qu'il faut, maîtriser des langages, commencer à développer des projets, du- des projets les plus faciles et aller sur des projets assez costauds, tu vois. Et au fur et à mesure, vous allez avoir une compréhension de tout ce dont on vient de parler, les bases de données, les architectures, comment les utiliser et tout ça là. Tu vois. Ah Donc, ben, pour je moi, pense c'est que tu as déjà donné la définition, hein. ouais, Tout y est. Si je vais rajouter, peut-être avoir le sens, l'esprit critique, être sur le qui-vive, la sécurité, savoir, parce que le back-end, c'est pratiquement le cœur de toute l'application. Donc, qui dit le cœur de toute l'application, dit le cœur de tout un business. Donc, c'est des exactement. responsabilités. Donc, il faut être sur le qui-vive, savoir quelle technologie utiliser, pour quelle fin, pour quel objectif. Mhm. Et voilà, comme tu dis, la curiosité, continuer d'apprendre parce que nous sommes dans un océan d'informations, de données. On ne finit jamais d'apprendre. Et voilà quoi. Just keep grinding, keep going and make it clear.
Exactly. En tout cas, c'est tout pour cet épisode. Merci d'avoir suivi cet épisode. Et nous allons revenir dans le prochain épisode avec le développement full stack. Donc, nous allons faire le tour, nous allons couvrir ce qu'un développeur full stack et ce qu'il fait. À vous tous Spécial. et n'hésitez pas aussi d'aller checker sur les réseaux sociaux, c'est Narcisse Obadia et moi aussi Omar Hamadou et Homs et restez connectés pour le prochain épisode. Merci bien à vous. Au Allez, revoir. prenez soin de vous et au prochain épisode.